Bonjour tout le monde, je suis Sandrine Carl et je vous souhaite la bienvenue sur Sandrine TV, la chaîne pour être véritablement heureux, se lancer dans les affaires et changer le monde. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir Siegfried C, qui est le fondateur de la RM Université et du Business Bootcamp. Et c'est d'ailleurs à l'occasion du Business Bootcamp que aujourd'hui, Siegfried va vous donner 3 clés pour doubler votre chiffre d'affaires en 6 mois. Bienvenue Siegfried et merci d'être sur Sandrine TV. Ben, merci à toi de me recevoir, c'est un plaisir partagé d'être avec toi comme ça pendant un petit moment et puis de partager aussi à ceux qui vont nous écouter et celles qui vont nous écouter. Et aussi celle, parce que... C'est plutôt celle, oui, c'est plutôt celle, je pense, oui. Mais non, même pas, c'est autant d'hommes que de femmes sur la chaîne YouTube, donc sens-toi à l'aise, tu es le bienvenu, on est à la maison. Ça va, c'est bon, j'amène pas les hormones alors. C'est ça. Alors Siegfried, est-ce que pour ceux qui te connaissent pas encore, tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, Siegfried C, ben en fait je suis à la base je suis consultant en web marketing et j'ai fondé une université qui apporte des formations numériques et j'accompagne les entrepreneurs à développer leur entreprise avec du marketing authentique et émotionnel aujourd'hui puisque on est un petit peu dans cette thématique-là en ce moment du marketing émotionnel. J'étais aussi directeur marketing de quelques grosses entreprises comme LearnyBox, Presto Market, ce qui fait que ça m'a permis d'avoir une grosse expérience avec beaucoup d'entrepreneurs dans de nombreux pays. Et j'adore transmettre ma passion à ma manière avec les gens qui ont besoin de développer leur entreprise. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est Siegfried qui m'a accompagné sur mon tout premier lancement. C'était en novembre l'an dernier. Donc voilà, c'était grâce à lui. C'était lui derrière moi. C'était lui la technique, c'était lui la stratégie. Donc voilà, pour ceux qui ne savaient pas, maintenant ils savent. Ok, alors d'après toi, ça serait quoi la première chose à faire quand on veut doubler son chiffre d'affaires en 6 mois? Alors, il y a beaucoup de choses auxquelles on pense quand on est entrepreneur, et en général, à 99,9999%, ce ne sont pas les bonnes choses. C'est-à-dire que quand on se dit je vais développer mon entreprise, on se dit ben, je vais faire un business plan, on part dans des trucs très techniques, très alambiqués, ou alors on va mettre en place une stratégie marketing, des tunnels de vente, des webinaires, des partenaires, tout ça, on pense à plein de choses, mais on ne pense pas à une seule chose unique et on revient toujours à des trucs très simples pour que ça fonctionne, c'est qu'est-ce qu'on fait, à qui on le vend et qu'est-ce qu'on a d'unique par rapport aux autres qui font la même chose, tu vois. C'est un petit peu quand on a parfois dans des villes plusieurs boulangeries qui sont exactement dans la même rue, qu'est-ce qui fait que les clients vont aller dans une boulangerie plutôt que dans une autre? Et qu'est-ce que tu vends de spécifique? Bon là c'est du pain dans ce cas-là, mais voilà, c'est de venir sur beaucoup plus de clarté, faire la clarté sur ce qu'on vend, à qui précisément on le vend, pourquoi on le vend et pourquoi les clients viendraient te l'acheter à toi et pas quelqu'un d'autre. Et en fait, on supprime tout ce qui est compliqué, technique marketing, en fait c'est uniquement le côté psychologique de réfléchir à ça. Et ça a un nom en marketing, on appelle ça en anglais c'est l'USP, l'Unique Selling Proposition. En français, la proposition unique de vente, qui est une phrase tout courte que moi j'appelle un petit peu le samouraï de la vente, le sabre de samouraï de la vente, qui fait que une fois que tu l'as trouvé, tout le reste est beaucoup plus clair. C'est-à-dire que ce soit les pages de vente, les mails, quand tu dis bonjour à quelqu'un, quand tu expliques ton métier, quand tu mets toute ta stratégie en place, c'est beaucoup plus simple parce que quand tu as trouvé cette phrase qu'on va peut-être vous donner aujourd'hui, tout ça c'est beaucoup plus clair. Et c'est toujours beaucoup plus facile de développer un business sur des bases claires, précises, plutôt que de partir dans le flou, de dire je vends pas à tout le monde, mon produit c'est à peu près ça, et puis je connais pas trop ma différence par rapport à la concurrence, etc. Donc en fait c'est ça, c'est de revenir sur de la clarté et sur une analyse, on va dire, psychologique de ce que je veux vraiment faire de manière précise. Et je suis d'accord avec toi, et ce que j'aimerais préciser, tu me diras si tu es d'accord avec ça, c'est que de mon point de vue, et par expérience en fait, premièrement, l'USP, on l'a pas. Enfin, je veux dire, on s'est bien cassé la tête, toi et moi, dessus. C'est très difficile à trouver. Ah oui, oui. L'an dernier. Ouais. Mais c'est au-delà de ça, en fait, c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut pas le faire, mais surtout, en fait, vous allez vous casser la tête dessus, vous allez en avoir une.
puis vous allez la tester, vous allez l'utiliser, ça va pas super bien marcher, puis ça va être modifié, puis modifié, puis modifié. Mais la seule façon, de mon point de vue, que vous soyez hyper clair sur ce que vous faites, en fait, c'est de passer à l'action, d'être dans le test de ça. Et très souvent, quand on se lance, et mon Dieu, que je suis la première à faire cette erreur, c'est de vouloir que tout soit parfait, ouais. De vouloir que tout soit parfait, alors que c'est un ajustement constant au final pour arriver à quelque chose qui te convient parfaitement, tant ton USP que ta façon de te présenter, de présenter la chaîne YouTube. Et puis moi, je veux dire, juste s'ils regardent les vidéos de cette chaîne, ils verront que je me suis pas présentée toujours de la même façon, que petit à petit ça a évolué. Et c'est ça en fait qui fait que plus en fait c'est comme si tu avais un bâton comme ça d'alignement, de cohérence en fait entre qui tu es, qu'est-ce que tu fais profondément. Et en fait tu tournes autour. Et plus tu tournes autour, plus tu fais des actions, plus tu te rapproches de l'essence de qui tu es, du coup de ce que tu fais. Donc, je voulais juste préciser ça parce que ça prend tellement la tête ton USP que bon. Ah, tu fais très très bien de le dire. Alors l'USP ça se trouve pas comme ça, c'est pas magique. Il faut des jours, des semaines, des mois, des fois parfois pour trouver une USP, et tu fais très bien de le dire. En plus, une USP, ça évolue, et tous les 6 à 10 mois, c'est bien de se repencher dessus, de se dire, est-ce que mon USP elle est toujours valable? Est-ce que j'ai pas une caractéristique à changer? Est-ce que ma clientèle c'est vraiment la même? Est-ce que j'ai pas évolué, comme tu disais? Et tu as entièrement raison de dire, il faut passer à l'action, il faut se mettre dans l'action, tester, passer et en tirer des conclusions et évoluer, faire évoluer son USP et en parallèle son business aussi. Mais c'est aussi très important de se poser la question parce que le nombre d'entrepreneurs que je rencontre, que j'accompagne, qui ne savent même pas ce que c'est qu'une USP et n'ont même pas réfléchi vraiment précisément à leur business. Je reviens, il y a 15 jours, j'étais à un séminaire avec des entrepreneurs à Montpellier, là. Et moi, j'aime bien m'amuser quand les gens viennent se présenter, tu vois. Je fais, ok, d'accord, bon, comment tu t'appelles? Alors, je m'appelle machin chose, qu'est-ce que tu vends? Alors, je vends un truc, et quand la personne commence à me dire, mais en fait, c'est un truc, tu comprends, blablabla, blablabla, et ça part sur 10 minutes d'explication, où moi, intérieurement, je commence à pouffer, à rigoler, mais je dis, ben, cette personne-là, elle n'a pas travaillé son USP, elle n'a pas travaillé sa clarté sur son business, et elle a l'opportunité d'être dans un séminaire d'entrepreneurs où elle pourrait faire du networking, elle pourrait m'intéresser, je pourrais être un partenaire potentiel. Et elle est en train de m'ennuyer, entre guillemets bien sûr, parce qu'elle me parle pendant 10 minutes d'un truc qui n'est pas très clair et qu'elle est obligée de m'expliquer avec plein de mots, plein de trucs, tout ça. Alors que si elle avait une phrase très simple, très précise, elle m'aurait coupé en deux avec son sabre de samouraï et j'aurais dit « Waouh, enfin un entrepreneur !» qui sait de quoi il parle et qui a réfléchi avant de venir en parler. C'est pour ça que c'est très important, et c'est pas de la technique très évoluée, hein. C'est juste d'avoir réfléchi. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps, mais vaut mieux le faire de manière imparfaite, comme tu le disais, que de jamais le faire et de rester tout le temps dans le flou. Et moi, j'ai un truc qui est marqué de partout, c'est mieux vaut fait que parfait. Donc mieux vaut faire une chose imparfaite et la faire que de pas la faire en attendant que ce soit parfait. Moi aussi, je vais noter partout. Là, tu m'as tellement rabâché les oreilles aussi, je crois, avec ça, que normalement, au-dessus de mon bureau, j'ai un grand feuille A1 ou A0, tu vois, qui est grande. Je mets toutes mes idées parce que j'ai mon cerveau qui tourne tellement que si je fais pas je marque pas toutes mes idées avec toutes les idées rattachées à mes idées, en fait, quelque part, de toute façon, sinon je passe pas à l'action, je change rien, j'avance pas sur mes projets et ça tourne dans ma tête et ça c'est pas bon. Et du coup, juste devant mes yeux en bas, il y a écrit fait vaut mieux que parfait. Exactement, et je m'applique tous les jours à juste faire le pas d'après. Et c'est ce que je disais, en fait, plus tu fais de pas, plus tu te rapproches de ton message, etc. Et c'est vrai que souvent quand on va dans des networking ou dans des soirées, quelles qu'elles soient, j'allais dire le nom, mais je sais pas si on peut faire ça, souvent quand on rencontre des gens, déjà ils sont tellement angoissés de se présenter eux-mêmes, de présenter ce qu'ils font, qu'ils s'intéressent même pas à la personne qui est véritablement en face d'eux. Et tu vois, là, je suis en train de réfléchir à faire une vidéo parce que c'est le 4e mail que je reçois où les gens me disent « Oui, mais Sandrine, comment tu fais? Je t'ai croisé à un événement ou peu importe. Comment tu fais pour que les gens ils s'intéressent à toi? Moi, il y a personne qui s'intéresse à moi. » Et en fait, j'ai trop envie de leur dire, tu vois, c'est juste que, premièrement, je m'en fous de moi, je m'oublie complètement, je pense pas à moi, je pense à connecter avec l'être humain qui est en face de moi et je m'intéresse vraiment à cette personne-là, mais vraiment avec le cœur. Et ça, c'est parce qu'on me l'a dit plusieurs fois que j'ai réfléchi à ce que je faisais et j'ai mis de la conscience là-dessus. Mais si t'es pas clair sur ce que tu vas dire et comment tu vas te présenter, si t'es pas fier de ce que tu fais et que c'est pas clair pour moi, comment tu veux aller t'intéresser vraiment à quelqu'un de façon à ce que cette personne, à un moment donné, s'intéresse ou pas à toi, mais que du coup, tu puisses lui dire les choses simplement pour pouvoir communiquer.
Exactement, je suis entièrement d'accord avec toi. Entièrement d'accord avec toi. Et c'est vrai que, comme tu disais, parfois on se retrouve à pas être fier, à pas oser, à pas savoir comment expliquer tout ça. Et on reste dans son coin, on fait rien, on n'avance pas, alors qu'on a des opportunités plein sous les yeux qui arrivent parfois quand on fait des séminaires, du networking, des trucs comme ça. C'est ça. Donc, alors, si tu veux, je peux te donner maintenant la structure de l'USP pour ceux et celles qui vous... Parce que c'est bien beau, on fait que teaser depuis 5 minutes, mais c'est quoi cette fameuse USP en fait? Alors, je vous la donne de manière très phrase à trous, hein, donc c'est à compléter, mais c'est la partie je complète qui prend du temps en général. L'USP, elle est comme ça, c'est le nom de votre produit, ou de votre service, hein, est un produit conçu pour votre client cible, qui ont besoin... Et là, on parle du problème à résoudre. Mais par rapport à vos concurrents, il a l'avantage exclusif de permettre de faire, et là, on parle de fonction unique. Grâce à, et là, on donne le nom de la fonction. Ça, c'est la phrase à tout. Je donne un exemple concret maintenant par rapport à ça. C'est toujours difficile de trouver des exemples pragmatiques. Voilà, pour le régime, pourquoi pas. Mon programme de minceur est un produit conçu pour les femmes de 30 ans qui sont en surpoids, qui ont besoin donc de perdre du poids, mais par rapport aux autres programmes de régime, de minceur, il a l'avantage exclusif de permettre de perdre du poids sur le long terme. Voilà par exemple ce que ça peut être une USP sortie brute de décoffrage par exemple. Et ça, il faut arriver à le retranscrire par rapport à votre thématique, par rapport à votre activité, à votre métier. Et il faut vraiment que ce soit très spécifique. On dit le nom du produit, on donne le client cible, la personne précisément. Si vous dites c'est un produit qui est conçu, c'est un programme de minceur qui est conçu pour tout le monde. Là, c'est difficile de se reconnaître. Tu vois, par exemple, moi, si la personne est en train de me parler, elle me dit c'est un truc qui est fait pour tout le monde. Voilà, si tu dis c'est fait pour quelqu'un qui est blond, qui a les yeux verts, avec une paire de lunettes, une chemise bleue, tout ça, déjà c'est beaucoup plus précis, je vais m'intéresser. Donc il faut vraiment être très précis dans le client cible. Qui ont un besoin, et là c'est vraiment le problème à résoudre, perdre du poids, ne plus avoir mal au dos, ne pas vaincre le burn-out, il y a toujours un problème là-dessus. Mais par rapport à la concurrence, ça a l'avantage exclusif de permettre de faire quelque chose que n'a pas la concurrence. Soit dans le cas du régime, ça va être un truc sur le long terme, soit ça va être quelque chose de très personnel, c'est l'avantage exclusif d'être animé, par exemple, si vous faites des conférences avec de l'humour, voilà, ma différenciation, c'est de faire des conférences avec l'humour, par exemple. On doit trouver quelque chose que n'a pas la concurrence. Parce que sinon, pourquoi ils viendraient vous voir vous et pas un autre ? À ce moment-là, il y a des gens qui vont venir acheter chez vous, mais il y en a peut-être 1, 2, 3%, au lieu d'en avoir 40, 50%, parce que vous avez quelque chose de spécifique. Et si vous analysez bien tout ce qu'il y a autour de vous, tout ce qui marche vraiment beaucoup, c'est à chaque fois quelque chose qui a ce qu'on appelle en marketing la killer feature, la fonctionnalité qui tue, le truc que n'a pas l'autre en face de vous. Ça peut être une caractéristique technique, ça peut être une méthode, ça peut être un trait de votre caractère, ça peut être le lieu dans lequel vous le faites. Il y a quelque chose que vous devez avoir de spécifique. Et si vous ne le trouvez pas et que vous dites moi j'ai rien de spécifique, c'est que justement il faut travailler votre USP pour le trouver. Et en fait, ce qui est hyper important, c'est aussi de comprendre que les gens, ils vont pas venir pour vous parce que vous faites quelque chose, mais parce que vous êtes quelqu'un. Et cette différenciation doit se retrouver dans votre produit. Et je trouve que plus tu arrives et c'est pareil, c'est pas du jour au lendemain, surtout pour quelqu'un, tu vois, qui a été, entre guillemets, c'est sans aucun jugement, parce que pareil, j'ai été formatée par l'université à penser d'une certaine façon, à aller faire des recherches en psycho d'une certaine façon, dans un certain contexte. Et puis, si j'étais sortie à l'issue, que j'avais voulu chercher un travail, j'aurais été pareil et conditionnée par la boîte dans laquelle je travaillais. Et du coup, j'aurais, quelque part, c'est pris un petit peu l'image de la boîte avec moi, etc. Et d'ailleurs, il y a un jeu que j'aime beaucoup faire avec mes amis, tu vois, quand on est à une terrasse de café, là, et qu'on voit les gens passer, c'est d'essayer de deviner qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Oui. Et tu sais, souvent, tu as l'uniforme de ce que tu fais. Ah ouais, c'est vrai, ouais, tout à fait. Très, très drôle. Et là, c'est pareil, mais de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il faut sortir de l'uniforme que vous avez porté jusqu'à maintenant, surtout si vous êtes entrepreneur et que vous avez quelque chose à vendre. Et puis, essayez plein d'habits, c'est ce qu'on disait, essayez plein d'habits pour voir qu'est-ce qui, au final, vous correspond le mieux. Et de cette façon, quand vous allez rentrer quelque part, en fait, les gens vont vous reconnaître et vous identifier par rapport à ce que vous portez. Bien. C'est parfait parce que ça nous fait une transition magnifique pour la deuxième partie. Tu vois. Pour le deuxième point. Donc le deuxième point, le storytelling.
Exactement, le storytelling, deuxième point, le storytelling en anglais, c'est en fait l'histoire, en fait, votre histoire personnelle, et tu faisais bien d'en parler, de sortir de ce moule. Les gens, quand ils vont vouloir acheter votre produit ou votre service, et Sandrine elle le disait bien, ils vont acheter, d'accord, votre produit, hein, d'accord, mais pas que, ils vont acheter l'histoire qu'il y a derrière un produit. À 99%, hein, hormis parfois les services de mairie qui font des appels d'offres, là ils vont analyser de manière très technique la rentabilité, est-ce que c'est moins cher, pas cher, très technique. Mais dans la majeure partie des gens, dans 99% des cas, c'est une personne qui achète et elle va acheter une histoire, quelque chose. Et cette histoire, ce qu'on appelle le storytelling en marketing, c'est votre histoire personnelle. Vous avez tous, même si vous ne vous en rendez pas compte aujourd'hui, une histoire personnelle qui vous a amené à vendre votre produit ou votre service. Et on s'est rendu compte en marketing qu'il y avait une structure qui fonctionnait très bien, qui était dans toutes les légendes, les mythes, les religions, les best-sellers au cinéma, les best-sellers, enfin les blockbusters au cinéma, les best-sellers au niveau des livres. Il y avait une structure d'histoire qui fonctionnait toujours. Cette structure, c'est l'histoire de quelqu'un qui était dans son village, il ne demandait rien à personne. Et puis un jour, il lui arrive une tuile, quelque chose, on vient le chercher parce qu'il y a un problème. Et il part en quête pour résoudre ce problème, et durant toute sa quête, il va avoir plein d'embûches. Il va arriver au bout de sa quête, il trouve une solution, et une fois qu'il a la solution, il la ramène à son village pour aider son village. Et ça, cette structure que je vous ai donnée en quelques mots, c'est l'histoire de toutes les religions, l'histoire qu'il y a dans tous les films, Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, Harry Potter, qu'il y a dans tous les livres, c'est toujours la même structure. Et il faut essayer de se raccrocher à cette structure pour raconter votre propre histoire. Et même si aujourd'hui vous vous dites ah non, mais moi, je suis banal, j'ai pas d'histoire, tout ça. Ah ben, si, en se raccrochant là-dessus, en se servant de cette structure, vous allez pouvoir réussir à trouver votre histoire. Oui, moi, avant, par exemple, j'étais pas sportif, et puis je me suis rendu compte que dans la cour d'école, on s'intéressait pas à moi, donc je me suis mis à faire du sport, je me suis entraîné, je suis devenu athlète, je suis allé dans l'équipe de France, et après, une fois que j'étais en équipe de France, je suis venu entraîner les jeunes plus tard. Voilà, ça pourrait être une storytelling sur le monde sportif, par exemple. Enfin voilà, je vais pas en sortir 50, mais le principe, c'est de trouver votre propre histoire pour que les gens se connectent émotionnellement à ce que vous faites. Et ils vont plus acheter un stylo parce que c'est un stylo, ils vont acheter un stylo parce que derrière, il y a une histoire, parce qu'un jour, vous aviez un problème, vous n'arrivez pas à bien écrire, vous êtes allé chercher une solution, pourquoi utiliser un stylo comme ça, pourquoi j'utiliserais telle mine, parce qu'en fait... Et il y a toute une histoire qui fait que les gens vont mieux comprendre, écouter plus longtemps, et ils vont mieux se connecter émotionnellement parce qu'ils vont vivre en même temps que vous cette histoire. Donc c'est très important de connaître son USP pour être précis, mais une fois que la discussion est engagée, une fois que la personne est sur votre site web, qu'elle va lever un peu plus loin, il faut qu'il y ait une partie de storytelling pour expliquer d'où vous venez et pourquoi vous avez créé ce produit ou service pour les gens. C'est pas juste pour faire de l'argent, il y a une histoire derrière et c'est ça que les gens veulent connaître parce que la décision d'achat, elle est purement émotionnelle. Tu me dis, tu m'arrêtes si je parle trop, hein, parce que des fois après je me lance. Non, ça va, c'est très bien, ne t'inquiète pas. C'est juste que même vous pensez aux achats que vous faites dans votre vie. Tu sais, quand on parle de marketing, etc., et qu'on parle d'émotion, les gens disent oui, mais c'est de la manipulation, blablabla, faut tout pour qu'on achète. Oui, mais oui, tout à fait, mais c'est ce que vous faites tous les jours. Vous achetez quelque chose parce que derrière, il y a une histoire, parce que cet objet vous fait ressentir une émotion qui est agréable et du coup, vous avez envie de faire durer ce bien-être, de l'emmener chez vous, de l'emmener dans votre vie. Et bien là, c'est exactement pareil. Et de toute façon, quand on crée une entreprise, même si il faut pas créer une entreprise pour faire de l'argent, bien sûr qu'on veut en faire, mais c'est la pire idée de créer une entreprise pour faire de l'argent au départ, parce que du coup, t'as pas de but, t'as pas de mission, t'as pas de pourquoi, il y a pas le cœur, il y a pas la passion. Alors que quand vous allez chercher le cœur, la passion, donc l'émotion, à ce moment-là, non seulement vous connectez avec des autres êtres humains, nous sommes des êtres émotionnels et pas rationnels, et à ce moment-là, en fait, vous allez faire des ventes. Mais simplement parce qu'il y a le lien qui s'installe et effectivement, la storytelling, c'est le meilleur moyen de créer un lien
qui soit authentique. Et ça dépend clairement de vous, de votre message, de comment vous vous présentez et de comment vous vous alignez à ce que vous devez faire. Mais plus c'est authentique, plus les gens ils se connectent facilement. Et une fois que le lien est créé, c'est à vous après de mettre les stratégies en place. Mais vous pouvez avoir les meilleures stratégies, comme disait Siegfried, les meilleurs tunnels de vente avec des upsells, des downsells, des cross-sells et des order bump. Mais si vous n'arrivez pas à emmener les gens à s'intéresser à ce que vous faites, vous aurez passé, je sais pas, moi, des mois à construire un tunnel qui sera parfait, mais personne pour vous connecter et personne qui pourra entrer dans votre tunnel de vente. Exactement, c'est exactement ça. Ouais. La technique, le plus puissant des leviers de vente, si on peut dire comme ça, c'est l'histoire, ce sont les émotions. Après, tout le reste, ça vient peaufiner les leviers émotionnels pour que les gens achètent. Mais la base, ça va être votre histoire et les émotions qu'il y a derrière. Et après, les gens vont vouloir faire comme vous, veulent atteindre la même chose que vous. Mais c'est un petit peu comme si je prenais je faisais la différence entre lire une énorme feuille de caractéristiques techniques d'un produit. C'est très ennuyeux, c'est chiant. Là, voilà, vous avez une chaîne hi-fi avec un lecteur CD, puis il y a 12 boutons, il y a tel machin, puis c'est chiant. Par contre, si tout ça, je l'amène englobé dans une histoire, les gens vont écouter du début jusqu'à la fin en étant scotchés pour avoir la fin, le dénouement. Par contre, une liste de caractéristiques, il n'y a rien de plus ennuyeux. C'est pour ça que l'histoire vient vraiment englober, mettre de l'émotion, accrocher les gens sur le long terme. Ouais, et moi, il y a deux marques que j'admire. C'est Apple, évidemment. On s'entend que qui a lu la fiche technique de l'iPhone? Personne n'a jamais lu la fiche technique de l'iPhone. Au pire des cas, tu vas changer sur Internet quand tu veux avoir une fonctionnalité que tu sais pas comment faire. Ce qui fait qu'on achète des iPhones, et en tout cas, je parle pour moi et j'assume pleinement être une pure fan d'Apple. C'est pour l'émotion, le plaisir de l'utiliser, ce que ça connecte et la façon dont ils communiquent sur le produit. Ils parlent jamais du produit, Apple. Et l'autre marque dont j'adore, peut-être pas toutes les pubs, mais vraiment 80%, c'est le groupe Audi Volkswagen. Je trouve qu'ils font des publicités qui sont juste exceptionnelles à chaque fois, que ce soit la publicité pour, je sais plus, le dernier système de freinage, là, rien, ce n'est pas rien, c'est même la meilleure chose qui puisse vous arriver. Tu sais, ça finit comme ça, la publicité, ou alors la dernière, en gros, et la voiture, oubliez la voiture où vous êtes dans une Audi. C'est juste génial, mais ça arrive à la fin et pendant un moment, ils te racontent une histoire, etc. Donc, regardez toutes les pubs qui marquent, toutes les pubs que vous retenez. Dans 90% des cas, il y a une histoire qui est racontée et on vous fait entrer dans quelque chose, quoi. Ah, tu fais bien de citer les publicités parce que, et encore plus précisément, les publicités sur le café et le parfum. Amusez-vous à regarder les publicités sur le café et sur le parfum. C'est très compliqué de vendre sur des caractéristiques techniques un parfum et sur des caractéristiques techniques un café. Et vous allez voir que toutes les publicités, qu'est-ce qu'elles font? Elles font à 300% appel à des émotions basées sur une histoire de la nana qui part avec le mec, le parfum, tout ça, le sang ou le café, la Colombie, le machin. Et c'est une histoire pour éveiller des émotions, que vous ayez envie de vivre ce style d'émotion qu'il y a dans ce mini-film. Avec le parfum, avec le café que vous allez acheter. Parce que si on disait, ok, venez acheter mon café parce que c'est du grain moulu en 0,5 dans une capsule aluminium, tout le monde s'en foutrait complètement. Mais par contre, comme il y a l'histoire, il y a le George Clooney, What Else, voilà, à chaque fois c'est une histoire, il y a un truc derrière, il y a voilà. Tout ça, c'est du storytelling, c'est du marketing, et ça permet de mieux vendre les produits ou les services. La troisième clé, du coup, sur le marketing authentique et émotionnel. Maintenant qu'on a parlé de storytelling, ça paraît tellement évident de parler de marketing authentique et émotionnel. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que tu peux nous raconter Alors, je vais essayer d'expliquer ça de manière concise et rapide, parce que ça peut être long. Le marketing, les stratégies de marketing, elles existent depuis des décennies, depuis les années 50, 60. Et il faut l'avouer, c'est toujours venu depuis les États-Unis, qui ont toujours de l'avance par rapport à nous sur ça. Et ils ont un marketing beaucoup plus agressif que nous, les États-Unis. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus... Eux, déjà, de manière culturelle, ils sont beaucoup plus à l'aise de parler d'argent, ils sont beaucoup plus à l'aise de parler de vente, etc. par rapport à nous, pauvres Européens, où on a du mal avec ça. Et quand le marketing est arrivé en France avec la nouvelle ère numérique, eh bien, tout le monde sur le web a copié les marketeurs américains et a copié le marketing très pur et très dur à l'américaine de « achète mon bon produit, il est bon, ça coûte tant, vas-y ». C'est un petit peu du marketing... pas forcé, mais très, très rigide, très dur. Et on se rend compte depuis ces dernières années, ces derniers mois, en fait, que le marché a évolué, notamment en France, et que le marketing technique, tout ça, ça fonctionne toujours, mais
ça fonctionne pas aussi bien que quand on arrive à se connecter de manière authentique et émotionnelle. Et ça revient à des fondamentaux très simples. On a parlé du SP, de storytelling, mais quand quelqu'un te parle en face de toi comme ça et te parle de manière très rigide, en appliquant des stratégies, par exemple, le mauvais commercial, tu vas le voir arriver à 300 km, qui est en train d'appliquer des stratégies commerciales pour te vendre un produit sur un bord de marché, forum, un mauvais truc, tu le vois venir. Mais quand tu arrives avec quelqu'un qui est passionné, qui est authentique, on va dire, mais qui va t'expliquer son produit avec passion, qui est enthousiasmant, tout ça, tu vas l'écouter et tu vas avoir envie de l'écouter et presque tu vas avoir envie d'acheter son produit ou service, pas autant par rapport à ses caractéristiques, mais par rapport à l'histoire, l'entrain, les émotions, l'authenticité qu'il a mis là-dedans. Et on se rend compte aujourd'hui que lorsqu'on arrive à connecter émotionnellement à son client, là je rentre plus dans le marketing, en connectant émotionnellement avec son client, eh bien on fait plus de ventes que toutes les stratégies marketing techniques qu'on puisse utiliser. C'est-à-dire qu'on aura beau avoir une page de vente, un script de vente, un phoning commercial avec un script hyper chiadé, ça va fonctionner. Mais si on arrive à se connecter émotionnellement et avec authenticité à la personne qui est en face ou les personnes qui sont en face, eh ben, en fait, on peut presque se dire je m'en fous de tout ce marketing. Du moment que la personne en face, elle a été enthousiasmée, elle a vécu mon émotion et elle a vu que j'étais authentique, eh ben, il n'y a pas besoin d'avoir tous ces artefacts de marketing derrière. Et il y a vraiment une nouvelle vague aujourd'hui qui se met en place, notamment en France, sur ce marketing authentique, basé sur les émotions. C'est-à-dire vraiment, je me mets en avant de manière authentique et j'essaie de transmettre mes émotions et pas les stratégies marketing techniques qu'il puisse y avoir derrière. Et ben, est-ce que tu pourrais préciser ce que c'est que le marketing? Parce que tu sais, imagine là, ça va si on est sur des web entrepreneurs qui s'intéressent à tout ça, mais on s'entend que tu prends quelqu'un qui est prof de yoga, typique, tu vois, prof de yoga, c'est quelqu'un qui est vachement dans la spiritualité, qui a pas de problème nécessairement à se mettre en relation avec le cœur, et en même temps qui a aussi beaucoup de mal à vivre de son activité. Donc très clairement, tu fais bien de le dire. C'est quelqu'un qui a besoin de se faire vraiment accompagner pour avoir une visibilité sur Internet, pour pouvoir connecter avec les gens, pour pouvoir faire ce genre de choses. Et du coup, souvent, quand c'est des personnes qui viennent aussi de la spiritualité, des gens qui ont beaucoup de mal avec la vente, avec l'argent, avec les choses comme ça. Et du coup, quand tu leur parles de marketing, en gros, ils ont l'impression qu'ils vont être manipulés par toi, qui est coach, qui est là pour les accompagner, que eux, ils vont manipuler leurs futurs clients. Alors que moi, par exemple, pour moi, toutes les techniques de marketing qu'on peut effectivement mettre derrière l'authenticité d'une personne et la passion d'une personne, pour moi, j'ai vraiment l'impression, plus je rencontre d'entrepreneurs qui ont réussi, etc., plus je lis de biographies, de choses comme ça, en fait, j'ai vraiment l'impression que les marketeurs, ils vont chercher l'essence même de ce qui a marché chez ceux qui réussissent, avec le cœur, avec passion, avec tout ce que tu veux, et ils en tirent des règles, en fait, que après les personnes qui démarrent peuvent appliquer pour se différencier et pour pouvoir avoir un impact dans leur marché. Mais comment toi, tu le définis? Alors, le marketing, la définition est très simple. Le marketing, ce sont des stratégies de persuasion pour adapter un produit à un besoin. Donc comme ça, on peut dire le marketing, c'est le mal. Et pour donner un exemple très pragmatique, on va dire là, c'est scandaleux tout ça. Certaines personnes ont fait des expériences dans les années, je crois, 60. Ils ont réussi à vendre un frigo à des Esquimaux. Tu vas dire scandaleux. Ils ont vendu un frigo à des Esquimaux. Ils sont dans le froid. Ils ont pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, grâce au marketing, ils ont adapté le produit aux besoins. Et les Esquimaux, ils n'avaient pas besoin de froid, puisque le froid, chez eux, il n'y a pas de souci, ils vivent dans des igloos. Mais ils ont vendu le frigo comme un coffre-fort pour empêcher les ours de manger la viande qu'à l'intérieur. Donc en fait, ils ont adapté le produit aux besoins du client. Le marketing, c'est ça de manière très résumée et très, très globale. Et effectivement, comme tous les bons outils, on peut faire le bien comme on peut faire le mal avec. On peut vendre des frigos à des Esquimaux alors qu'ils n'en ont pas besoin. Bon, dans ce cas-là, ils en avaient besoin. Mais c'est comme toutes les bonnes révolutions, tous les bons outils. Avec un couteau, on peut tuer quelqu'un, mais avec un couteau, on peut aussi faire la cuisine ou on peut sauver quelqu'un avec un scalpel en l'opérant. C'est toujours pareil. Et tout dépend de la manière avec laquelle on va utiliser cet outil. Et le marketing, c'est vrai, on peut arnaquer des gens. Il y en a qui le font, c'est comme ça.
Mais par contre, on peut aussi révéler des experts qui sont, moi, ce que j'appelle les experts maudits, les experts pauvres, qui ont des capacités, des connaissances extraordinaires pour aider les gens, accompagner les gens et proposer des produits et services extraordinaires, mais qui ne savent pas en parler, qui ne savent pas persuader, qui ne savent pas le vendre tout simplement. Et on se retrouve avec parfois des experts qui sont des puits de connaissances, des puits de savoir, qui sont à la dèche carrément, ils n'ont pas d'argent pour vivre, mais en plus ils n'arrivent pas à toucher des personnes alors qu'ils toucheraient beaucoup de personnes, ils aideraient beaucoup de personnes, parce qu'ils ne savent pas communiquer grâce au marketing pour persuader les gens. Donc le marketing, c'est un outil de persuasion, mais surtout, moi j'aime bien la similitude. Je dis souvent, c'est un petit peu comme s'il y avait une non-assistance à personne en danger. C'est comme si tu arrivais sur le... Non, mais c'est vrai, tu arrives sur le bord de la route, il y a quelqu'un qui vient de se faire ouvrir le ventre avec un accident de moto, il pisse le sang comme ça, et puis tu le vois, tu lui dis, je voudrais vous sauver, et le mec te dit, non, 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 moi vous me sauvez pas, j'ai pas confiance à vous, en ce que vous allez me faire, donc ne me sauvez pas. Et là, tu es obligé d'essayer de le persuader pour dire, mais non, mais laisse-moi t'aider, je vais t'expliquer que pourquoi je peux t'aider, pourquoi... Le marketing, c'est un petit peu ça, c'est un outil de persuasion pour aider les gens qui ont besoin de quelque chose, vous savez qu'ils ont besoin de votre produit, de votre service, mais parfois il faut les persuader pour qu'ils l'achètent et qu'en fait ils disent, ah ouais, effectivement, son produit, son service, sa prestation, c'était super. Mais si vous ne savez pas persuader les gens, jamais vous aurez l'occasion de leur vendre vos produits, jamais ils pourront profiter de vos produits et services, et vous allez rester dans votre coin sans rien faire, sans toucher personne et sans aider personne, et ça c'est un petit peu dommage. Mais ce qui est fou, c'est que quand, par exemple, tu es un expert de, j'en sais rien, je pense au coach, au prof de yoga ou peu importe, je te parle de yoga parce que moi, je me suis vraiment mise au yoga parce que j'étais beaucoup surmenée ces derniers temps. Et du coup, ça a clairement quelque chose à nous apporter. Sauf que tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir. Mais pour autant, je suis sûre que si j'avais croisé un prof de yoga avant de me surmener, il m'aurait dit, non mais Sandrine, viens dans mon cours, viens faire un prof de yoga, ça va te faire du bien. Et je suis persuadée que cette personne qui a quelque chose à offrir, comme là, moi je suis en train de m'offrir, de me faire ce cadeau-là, de faire du yoga, elle doit être hyper frustrée de voir des gens qu'elle peut aider et que simplement parce qu'elle ne sait pas bien communiquer, qu'elle ne sait pas bien approcher les gens et présenter ce qu'elle fait, et du coup, elle perd tellement de clients. Et c'est tellement frustrant quand tu sais que tu peux vraiment aider quelqu'un. Oui, exactement. Et parce qu'en général, les gens qui sont un petit peu plus dans la spiritualité, tout ça, eux, voient tout de suite comme finalité l'argent. Ils disent, mais moi, je veux pas plus de clients, je veux pas plus d'argent. Mais c'est, comme tu l'as très bien dit, c'est pas plus d'argent, c'est est-ce que tu veux aider plus de personnes? Et ces personnes, si elles te donnent les moyens financiers de développer encore plus et d'encore plus aider de personnes, parce qu'au lieu d'avoir une petite salle de yoga, tu vas pouvoir en avoir peut-être 10, au lieu d'être tout seul, tu vas peut-être former des gens au yoga, et tout ça fait que tu vas aider, accompagner de plus en plus. Donc la finalité, c'est pas de gagner de l'argent, la finalité, c'est de pouvoir proposer ces produits, ces services pour aider les gens. Alors c'est sûr qu'après, il y a des thématiques où on aide personne, le trading, la bourse, les paris sportifs. Voilà, là on aide personne. Pas nécessairement, parce que par exemple, tu prends quelqu'un qui fait du trading ou de la bourse ou peu importe, et qui a un objectif purement financier au départ. Il n'y a pas de problème avec avoir un objectif purement financier au départ. On a aussi besoin de l'argent pour vivre, c'est ça qui va te permettre de voyager, de faire des cadeaux à ta famille, d'avoir un certain confort de vie. Ouais, mais il viendra pas chez moi en tout cas. Hein? Il viendra pas chez moi en tout cas, moi je l'aiderai pas en tout cas. D'accord, mais en fait, si lui, il décide de faire ça, etc., ou de former des gens à faire ça parce que lui, il est arrivé à un certain niveau, tu vois, de confort, machin, dans ce monde, il y a vraiment de tout. Il y a des gens qui s'en fichent vraiment de l'argent parce qu'ils n'ont pas cette vision-là, parce qu'ils n'ont pas envie, tu sais, c'est pareil, tu as des entrepreneurs, et nous on en connaît, qui veulent créer des startups, avoir des boîtes partout dans le monde, enfin, etc. Et tu en as d'autres qui veulent juste faire leur taf tranquille, bosser 3-4 heures par jour, et puis le reste du temps se détendre en famille. Et chacun a le droit d'avoir son lifestyle à lui, ce qui lui le rendrait heureux. Mais en fait, dans tous les cas, que ce soit pour juste faire de l'argent ou pour vous permettre de kiffer vous-même et de faire kiffer les vôtres, votre famille, etc. Bon, franchement, quand on est entrepreneur, la première année, tu travailles comme un dingue, tu te payes pas nécessairement et ta famille est inquiète pour toi. Je parle pour moi, mais ils étaient hyper inquiets pour moi. Ils se demandaient qu'est-ce qui allait se passer, etc. Ce qu'il y a de plus agréable quand finalement tu commences à vivre de ton activité et vraiment, c'est de pouvoir faire profiter les gens que t'aimes. Donc, prof de yoga ou pas prof de yoga, ouais. Ouais, mais alors je reviens sur le trading, la bourse, tout ça, parce que ça a piqué mon alignement, et en ce moment j'écoute beaucoup plus mon alignement qu'avant.
Je pars du principe, moi, dans mes valeurs, qu'on doit justement apporter de la valeur dans tout ce qu'on fait. Et il y a des thématiques, comme tout à l'heure je parlais du trading, de la bourse, des paris sportifs, mais il y a d'autres thématiques comme ça où on n'apporte pas de valeur, c'est de la spéculation. Donc on n'apporte aucune valeur à la société. Et pour moi, dans mon essence même, on brise, bon, je ne vais pas partir sur des théories spirituelles, mais on brise la chaîne de l'évolution de l'être humain en fait. Un être humain, il est né au monde pour apprendre, pour évoluer et transmettre cet apprentissage à son enfant qui va l'apprendre, qui va l'améliorer, qui va évoluer, qui va le transmettre. Et quand son métier, c'est juste de spéculer sur la bourse, quoi que ce soit, c'est-à-dire de dire, moi je génère aucune valeur, je génère juste mon compte en banque pour faire de l'argent. Je suis d'accord dans le fait qu'on a tous besoin de gagner de l'argent, mais pour moi, c'est une valeur que je ne défends pas, et donc je refuse de travailler avec ce style de personne-là parce que ça n'apporte aucune valeur. Alors peut-être que lui, après, ça lui permettrait d'avoir les moyens d'aider sa famille et tout ça, mais en termes de processus de l'humanité, il y a un truc qui est brisé, moi, là-dedans. Et donc, ces personnes-là, je ne veux pas donner le bon outil pour des personnes qui véhiculent pas des bonnes valeurs là-dessus. Je ne donnerai pas le couteau pour me faire poignarder dans le dos. Mais je trouve ça génial que tu précises ça, et je pense que ça va toucher énormément de gens, et bien sûr que je suis d'accord avec toi sur le principe qu'il faut grandir et qu'on doit tous vraiment contribuer à l'évolution de ce monde. Et pour moi, il y a... Alors, je ne sais pas, c'est ma première vie dont je me souvienne, tu vois. Donc, je peux pas parler pour mes parents, mes grands-parents, etc. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est une époque pendant laquelle on peut changer le monde, avoir un vrai impact positif, changer nos habitudes, changer nos croyances, changer le monde dans lequel on évolue. Je crois que c'est vraiment maintenant, j'ai vraiment l'impression qu'on peut vraiment, aujourd'hui, en changeant des choses dans notre vie, avoir un impact positif et changer le monde. Je te jure que je sais pas ce que tu en penses. C'est un grand sujet philosophique que tu es en train de lancer là. Je te dirais oui, mais je pense qu'à toute époque, on avait ce moyen-là. Comme l'amour, par exemple, l'amour a existé à toute époque. Il y a des gens qui se disent aujourd'hui, je pense pas qu'aujourd'hui j'ai pu être quelqu'un dans le monde ait pu être plus amoureux que moi. Alors qu'en fait, pendant des centaines, des milliers d'années avant vous, il y a des gens qui ont été amoureux, il y en a toujours qui seront amoureux après vous. Et je pense qu'on a toujours l'opportunité de pouvoir changer quelque chose. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, la grosse différence qu'on a par rapport à avant, c'est qu'on a cette ouverture sur le champ des possibles. Avant, on ne savait même pas que c'était possible. Donc, il y avait de temps en temps une ou deux personnes qui se réveillaient, qui se disaient, avec son sabre à la main, moi, je vais changer les choses et je vais faire quelque chose. Mais la majorité des gens n'avaient pas la visibilité comme quoi c'était possible. Aujourd'hui, la grosse différence, c'est qu'on se dit, c'est possible. Et donc, que beaucoup de personnes se disent, c'est possible, je peux changer ma vie, je peux travailler différemment, je peux faire les choses différemment. Mais c'est surtout cette ouverture vers le champ de possible qui fait qu'on a cette impression de se dire, mais aujourd'hui, on peut tout changer, parce qu'on a Internet, parce qu'on a une vision sur le monde, alors qu'avant, on avait une vision que sur son quartier ou sa rue, tout, etc. Donc, je pense qu'on peut changer à toutes les époques, mais on a l'avantage, et là, je suis d'accord avec toi, en ce moment, on sait qu'aujourd'hui, on a les moyens, les outils pour le faire. On a cette visibilité pour dire, c'est possible. Comme avant, on disait, à l'époque médiévale, on regardait la Lune, on disait, on ne sait même pas ce que c'est que la Lune. Aujourd'hui, on sait qu'on peut aller sur la Lune. On sait que c'est peut-être possible, peut-être pas pour nous, peut-être pour nos enfants, d'aller voyager sur la Lune. On a cette possibilité aujourd'hui, c'est-à-dire, aujourd'hui, on peut le faire. On a cette visibilité sur la possibilité. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... Si, tout à fait, je suis vraiment d'accord. Non seulement on a la visibilité sur la possibilité, on a la visibilité sur le monde, surtout, Internet nous connecte tellement, donc du coup, on peut... Avant, comme tu disais, on impactait notre quartier, peut-être notre ville. Et that's it. Et par contre, maintenant, on peut impacter des gens. Ma chaîne YouTube, elle est présente dans 141 pays à travers le monde. C'est juste complètement... Ouais, alors qu'il n'y a pas tant d'abonnés que ça, qu'on se le dise, je ne peux pas du tout. Mais le rayonnement d'une petite action de faire une vidéo tout seul, genre oui, bonjour tout le monde, je suis en car, blablabla, tu vois. Et ça, c'est un rayonnement sur 141 pays. Et ça, c'est complètement fou. Et c'est ça que je trouve génial. Et c'est pour ça que j'ai vraiment la sensation qu'aujourd'hui, plus que jamais, bien sûr qu'on a toujours pu, mais aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que c'est exponentiel, ça. Voilà. Oui, exponentiel, c'est le mot, exactement, c'est exponentiel. Il y a beaucoup de théories là-dessus qui sont basées sur le côté exponentiel des choses, notamment l'informatique, l'intelligence artificielle, l'économie, etc. D'autres choses un peu plus négatives, mais c'est vrai que c'est exponentiel et ça va très vite. Et aujourd'hui, on a les outils et on sait qu'on peut le faire. Après, il faut le faire et il faut passer à l'action et il faut le faire de manière authentique
et aligné avec ses valeurs. Moi, c'est des mots que je dis beaucoup en ce moment, mais c'est vrai que si on fait quelque chose et qu'on n'est pas authentique et qu'on n'est pas aligné avec ses valeurs, il y a un moment où ça va bloquer, ça va coincer. Et soit on va faire un burn-out, soit on va être déprimé, on va se dire j'en ai marre de faire ce boulot, alors que si c'est sur des valeurs, des convictions personnelles et profondes, on va toujours trouver la force de se relever, de se relever, de se relever. Et si on fait ça pour des valeurs très faibles comme l'argent, comme la gloire, comme l'égocentrisme, tout ça, il y a un moment où ça va pas nous nourrir profondément et on va s'arrêter, on va échouer, on va faire des choses pas correctement. Alors quand on a une ligne de conduite très précise, on va toujours avoir la force de continuer après. Donc la ligne de conduite très précise est la bonne façon de communiquer avec les gens. Avec une bonne USP, une storytelling et surtout beaucoup d'authenticité et d'émotion dans le message. Exactement. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter avant qu'on parle du coup du Business Bootcamp? Non, mais après, c'était bien l'exemple du yoga que tu as expliqué. C'est vrai que souvent, beaucoup de personnes ne sont pas connectées du tout à tout ce qui est marketing, tout ça. Et c'est vrai que je raconte juste une petite anecdote d'une dame que j'ai accompagnée qui était justement dans une thématique vraiment de l'accompagnement des femmes qui sont en dépression, qui ont des problèmes. Et elle a vraiment... j'ai vu son programme, parce que j'ai travaillé avec elle. Son programme était très intéressant, très bien fait. Ça apportait vraiment beaucoup de valeur. Et pour reconnecter avec l'authenticité et le marketing émotionnel, cette femme-là vendait correctement ses formations, sans plus, tu vois, elle les vendait. Elle n'était pas du tout branchée marketing, tout ça. Et elle a fait des webconférences, donc des conférences en direct sur le web. Et elle a raconté son histoire, en fait. Elle n'a mis aucune stratégie marketing. Elle dit, voilà, moi je m'appelle Bip, je ne dirai pas le prénom, j'ai eu une enfance difficile, un père qui m'a touché, je me suis retrouvé à la porte, j'ai été SDF, j'ai une fille, après un parent qui le battait, enfin, bref, une histoire catastrophique. Elle a raconté toute son histoire, elle a raconté comment justement elle s'en était sortie, et juste à la fin elle disait, ben voilà, maintenant je voudrais vous accompagner pour faire ce que moi j'ai fait sur moi-même, je sais maintenant comment il faut faire, je veux vous accompagner. Et en quelques mots à la fin, elle expliquait le programme de ce qu'elle faisait. Eh bien, les gens, notamment les femmes, étaient tellement connectés qu'elle faisait un carton de vente à la fin, elle le fait toujours d'ailleurs, parce que 90% de son contenu, c'était une histoire. Et même pour la petite anecdote, ça lui arrivait que cette histoire la touchait tellement émotionnellement qu'elle commençait à avoir la voix qui se brise et la petite larme qui coulait. Et moi, en tant que marketeur, je regardais les statistiques, je voyais qu'à chaque fois que la larme coulait, que la voix se cassait, ben, les ventes augmentaient. Beaucoup plus que les fois où la larme ne coulait pas. Mais tout ça pour dire que voilà, alors je vais pas vous demander de faire de l'acteur studio, de simuler tout ça, mais quand on arrive à se connecter avec beaucoup d'authenticité et d'émotion, ça fonctionne beaucoup mieux que n'importe quelle technique de marketing qu'il y a derrière. Et bon, on va conclure là-dessus parce que je trouve ça tellement vrai et juste et puissant du coup que je pense que c'est une bonne chose. Est-ce que quand même tu peux prendre 2 minutes pour nous parler du Business Bootcamp pour ceux qui voudraient venir travailler leur réalité, leur storytelling, tu vois, qui se disent ah ok maintenant je comprends mieux l'intérêt de tout ça. Mais le problème c'est de me faire accompagner et que j'ai acheté 10 formations, tu vois, et qu'au final je suis pas allée jusqu'au bout. Donc pour tous ceux-là qui ont besoin de contact humain, est-ce que du coup tu peux prendre 2 minutes pour nous présenter le Business Bootcamp? Allez, en 2 minutes, top chrono, j'explique rapidement ce que c'est. Je suis arrivé à une conclusion après 15 ans d'expérience dans le numérique sur le web, c'est que les formations numériques c'est très bien, j'en vends moi-même donc je vais pas me tirer une balle dans le pied, c'est très bien jusqu'à un certain cap. Et il y a un cap où on se dit j'avance plus ou on n'arrive pas à avancer et on a besoin d'avoir quelqu'un qui est à côté, qui explique, qui va vous prendre par la main, qui va prendre le stylo presque pour écrire. Et je me suis dit, la seule solution pour ça, pour l'avoir testé d'ailleurs dans plusieurs événements, c'est d'accompagner en présentiel, en immersion, on va dire, des personnes qui ont besoin de développer leur activité. Et c'est pour ça que j'ai créé le Cannes Business Bootcamp. C'est un événement qui se passe sur 2 jours à Cannes, parce que moi j'habite dans le sud et j'en ai marre de faire des événements à Paris dans le nord où il fait froid, où il fait moche. Là, on va profiter de la plage, du soleil et de tous des belles criques de Cannes. Mais c'est de faire 48 heures en immersion, accompagné avec des experts qui sont des experts avec qui je travaille, qui sont alignés avec des valeurs, qui sont sur le marketing authentique et émotionnel, et mettre à plat le business et reprendre à zéro en travaillant l'USP, en travaillant le storytelling, en travaillant le marketing émotionnel. Tout ça de manière authentique et bienveillante et surtout en kiffant le week-end parce qu'on n'est pas venu non plus que pour se faire chier, on est là aussi pour s'amuser. Donc c'est vraiment un mix pour remettre à plat son business, partir sur des bonnes bases
être accompagné par des personnes qui sont authentiques et alignées avec des valeurs qui sont des valeurs que je défends aussi. Et ces 2 jours, voilà, on va kiffer, travailler, faire du business et surtout s'éclater, discuter, partager avec des gens qui pensent comme vous, qui ont les mêmes ambitions que vous. Et en plus, c'est sur la Côte d'Azur, donc c'est magnifique. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à regarder en bas dans la description. Je vous ai mis le lien, vous cliquez dessus, juste vous regardez ce que c'est, si ça peut vous plaire. Je crois que tu as fait une petite vidéo aussi qui est très imagée. Du coup, ça vous permet vraiment de vous projeter dans ce que vous allez vivre pendant ces 2 jours. Moi, j'y serai, donc ce sera un plaisir pour moi de vous voir, de parler avec vous, de vous serrer très fort dans mes bras. Ah. Et puis, et puis plein d'experts que je connais également, avec qui j'ai aussi beaucoup échangé et qui sont top, quoi. Et puis je précise, par contre, je précise un truc, c'est que c'est sur candidature, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas rentrer sur un bon de commande, il y a une candidature, après c'est Bibi qui lit la candidature, je regarde ce que vous faites, si ça correspond entre guillemets à l'ambiance qu'on veut avoir, et après je vous rappelle si c'est ok ou pas, ou sinon je vous envoie un mail pour dire bah non, ça serait peut-être pour une prochaine fois, mais pour l'instant c'est pas ça, parce que comme je disais tout à l'heure, moi je veux rester aligné, je veux pas que dans un groupe comme ça, il y ait le petit mouton noir qui soit pas aligné, que ça fout tout à plat. Je veux qu'on s'éclate aussi, donc c'est sur candidature. Mais c'est vachement bien de le préciser parce qu'il y a peut-être plein de personnes qui oseraient pas franchir le cap de venir parce que justement ils ont cette vision, cette représentation un petit peu du milieu des affaires avec des requins. Tu vois, j'étais à un événement il y a 2 jours justement où on me disait oui, alors nous on veut se mettre ensemble, on veut créer un club, ça s'appelle l'Oppidum des entrepreneurs, c'est dans mon village, et le principe est juste génial, et ils ont vraiment très très peur de faire entrer dans leur association en fait quelqu'un qui viendrait avec des valeurs un peu négatives juste pour faire du business. Ils veulent vraiment pas ça, vraiment pas. Et du coup ça a rassuré d'autres personnes qui étaient à la réunion et qui disaient ah oui, bah du coup moi je vais m'inscrire parce que j'ai envie d'être là avec le cœur. Et je pense que c'est bien que tu le précises parce que du coup comme ça ceux qui hésitent en se disant mais ça va être un univers qui ne me correspond pas, qui est pas en alignement avec mes valeurs, ben là clairement si, puisqu'en fait du coup c'est des valeurs négatives que tu vas laisser de côté et les laisser aller à d'autres formations. Bon. Exactement, c'est exactement ça. Et alors je précise aussi que je prends tout horizon, que vous soyez débutant, que vous soyez avec un business qui fonctionne déjà. Je sais que de toute manière, on va tout remettre à plat et que même si vous dites « Ouais, moi c'est bon déjà, je fais de l'argent, c'est pas la peine que je... » Je peux vous garantir qu'il y a des choses que vous allez faire que vous n'aurez jamais fait ailleurs et qui vont vraiment vous faire évoluer sur votre activité. Et si vous êtes débutant, que vous êtes dans le flou, mais ça sera vraiment l'occasion de partir sur des bases hyper claires, hyper précises pour tout le reste de l'année. Parce qu'il faut savoir qu'on va quasiment pas travailler sur ordinateur, hein, ça sera qu'avec un crayon et un papier. Et on va faire vraiment du mapping, on va être vraiment là, travailler sur du papier, ça sera vraiment... Enfin bref, c'est pour ceux qui veulent venir voir, candidater, puis passez nous voir. On sera très 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 heureux de vous accueillir. Siegfried, un immense merci d'être venu pour cette vidéo, les 3 clés pour doubler son chiffre d'affaires en 6 mois, qui est un peu l'introduction en fait de tout ce qui va se passer pendant 2 jours. Merci à toi. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager à d'autres entrepreneurs parce que souvent, on n'ose pas, tu sais, partager à d'autres entrepreneurs les événements dans lesquels on va et en fait, venir à 2, se soutenir et pouvoir continuer à se voir dans la durée, c'est juste génial. Donc, allez-y, partagez cette vidéo avec d'autres entrepreneurs jeunes ou anciens, qu'importe. On va tous s'amuser ensemble. Je vous embrasse de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Merci encore, Siegfried, et puis à très bientôt. Merci, bye bye.